De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Les dépôts de candidatures pour les élections législatives anticipées sont clos et ils sont 42 inscrits pour l'échéance électorale qui fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. 42 listes formées en une semaine à peine et qui s'engagent pour 2 semaines de campagne avant le premier tour le 30 juin. Tout cela sous réserve de validation définitive de la préfecture bien sûr, mais en tout cas l'élection risque d'être sans pitié tant au national qu'en local. Les députés sortants ici se représentent tous, mais devront façader avec de nouveaux entrants et parfois des adversaires inattendus. C'est le cas d'Olivier Servat dans la première circonscription qui compte Francis Lalanne parmi ses concurrents ou bien Christian Baptiste qui devra affronter Dieudonné Mbalambala dans la deuxième et dans la troisième circonscription. Max Mathiazin, lui, devra composer avec la candidature de Rodi Tolassi qui vient tout juste de remporter l'élection européenne. En tout cas, ça va pas mal bouger pendant les 2 prochaines semaines et les débats, ce sera bien évidemment sur Canal 10 Télévision. Et on part sur le front social maintenant, puisque les parents d'élèves de l'école de Carrière-Petit-Bourg se mobilisent contre une nouvelle fermeture de classe. Ces derniers dénoncent la vision purement comptable de l'académie qui pense mathématiques, arithmétique, mais surtout en termes de réduction d'effectifs. Malgré une augmentation du nombre d'inscriptions pour l'année prochaine, l'établissement comptera quand même une classe de moins. Une décision qui n'est pas du goût de la communauté scolaire qui ne comprend pas cette incohérence. Regardez. Dégradation des conditions d'enseignement de la maternelle de Carrière qui a été prévue par le rectorat sur la suppression d'une classe alors qu'on se retrouve sur un effectif l'année qui vient là en septembre 2024 qui va être supérieur par rapport aux 4 dernières années. Quand j'entends qu'on me dit qu'il y a peut-être 1 an, 2 ans qu'on a ouvert cette classe, qu'il manquait la maîtresse et que cette année il y a la classe, il y a la classe et il y a la maîtresse, c'est un peu illogique de mettre autant d'investissements, mobiliser, prendre autant de temps, faire des réunions et tout, et venir gratuitement dire bon ben on ferme sous prétexte que ben on perd 2 élèves. On perd 2 élèves certes, mais ben voilà quoi, il y a des parents qui continuent à faire des enfants, donc il y a des enfants déjà qui sont déjà prêts, puisque à 4 heures on voit les petits qui suivent, qui rentrent en fait, et donc il y a de l'effectif. Au 31 janvier, ils nous ont dit on a des chiffres prévisionnels qui sont inférieurs à ceux de cette année. On ferme la classe. Sauf que non. On se rend compte aujourd'hui, fin du mois de mai, qu'on a 116 inscrits. 116 inscrits. Ça correspond à une augmentation de plus de 10% par rapport aux dernières années. Donc vous voulez fermer la classe malgré tout? Et mettre les gens les uns contre les autres en disant qu'en Guadeloupe, il y a des zones d'éducation prioritaire, il y a d'autres situations contrastées, ce n'est pas une solution. On est là pour tous se tirer vers le haut. Pas se tirer dans les pattes. Non à cette fermeture pour le bien-être des enfants et surtout pour empêcher le décrochage scolaire. On le voit déjà au primaire et au collège. On ne va pas commencer dès la petite maternelle où ils ont besoin de ces critères fondamentaux qui vont leur permettre de passer au primaire et au collège. La base, elle est là. Donc si la base, ils décrochent déjà, ça fait des enfants en devenir de quoi en fait? On est prêt à être mobilisés et à montrer que ce n'est pas parce qu'il y a les vacances qui viennent, que ce n'est pas parce qu'on est au milieu du mois de juin que les parents vont se démobiliser. Tous les parents de l'école de Carrière sont mobilisés et ils ont des enfants aussi qui vont se retrouver dans le bourg alors que leurs grands frères ou leurs grandes sœurs se retrouvent ici. Ça n'a aucun sens. Vous faites comment pour la dynamique des familles? Vous faites comment pour le bien-être de l'enfant? C'est ça la logique du rectorat? Concrètement, on voudrait que le rectorat il révise la prévision et qui nous laisse cette 5e classe. C'est ce qu'on veut en fait. Là, on n'est pas dans une dynamique où on a envie d'une chèvre à 5 pattes. On a juste besoin de cette 5e classe où on a des effectifs qui le justifient. Non à la fermeture! Non à la fermeture! Non à la fermeture! Non à la fermeture! Un reportage signé Nicolas Hachi.
Et on se rend à Pointe-à-Pitre où le buste de Solange Mauneray-Dumaine a été retrouvé sa place au cimetière. Brisé en deux et volé, la sculpture en bronze a été vendue à une usine de récupération de métaux avant d'être rétrocédée à sa famille. Ce dernier a été restauré par Jackie Poulier. Regardez. Eh bien, nous sommes au cimetière de Pointe-à-Pitre et pour un moment d'histoire puisque nous sommes en train de restaurer le buste de Solange Mauneray-Dumaine, un buste qui avait été supprimé, en tout cas décapité par des vandales et qui avait atterri entre les mains d'un industriel scrupuleux et qui, en observant l'objet, s'est rendu compte qu'il avait en main un objet d'une valeur historique. Ce buste a été retrouvé dans une déchetterie de métaux. Le buste a été vandalisé. Vraiment, il avait des trous partout. Hein. Et il a été vendu à une entreprise de récupération de métaux. Et le propriétaire de cette entreprise s'est dit, non, quand même, le buste est signé, il y a le nom de Solange qui est derrière. Enfin, il s'est dit, je ne peux pas laisser les choses dans l'état. Donc il a contacté ce monsieur qui est généalogiste, qui a retrouvé les antécédents des Mauneray-Dumaine et qui est rentré en contact avec Sébastien qui habite à Milan. Donc Sébastien m'a contacté en me demandant si je pouvais me charger de ça. Donc j'ai récupéré le buste chez moi en 1922. 2022, pardon, je suis dans les vieilles dates. Et donc on a fait les démarches auprès de la mairie pour qu'elle soit réparée. C'est M. Poulier qui l'a réparée et pour qu'elle soit reposée. Effectivement, c'est une histoire, disons, abracadabrante. Mais en fait, mon travail consistait simplement à restaurer le buste. C'est-à-dire que le buste était en deux morceaux. Hein. Les gens qui sont partis avec ont dû le casser pour le transporter là où ils voulaient. Et donc on a fait appel, quand la municipalité de Pointe-à-Pitre a fait appel à moi, donc j'ai regardé, je me suis dit oui, je peux restaurer, je peux réparer. Ce que j'ai fait pendant environ un mois, hein, et dans mon atelier à Sainte-Cause, à Cacao Sainte-Cause. Donc j'ai restauré et j'ai aidé à la pose donc, de ce buste à l'endroit où c'était au cimetière de Pointe-à-Pitre. C'est un grand moment d'histoire, un grand moment symbolique que nous vivons ici ce matin. Et afin de mettre en lumière des illustres personnalités de son territoire, la municipalité de Sainte-Anne organise des 2 mots 4 paroles. Et pour cette édition, c'est Landry Deschanel qui est mise à l'honneur. Cet ancien fonctionnaire de la ville est dépeint comme un véritable génie par l'actuel maire qui lui rend hommage. Regardez. La municipalité de Sainte-Anne a décidé, dans le cadre de sa politique culturelle, d'essayer d'écrire en quelque sorte l'histoire mémorielle de Sainte-Anne, à savoir mettre en évidence des femmes et des hommes qui ont marqué leur époque, pour ceux qui sont morts, mais qui continuent à le faire, qui contribuent à l'émergence d'une Sainte-Anne dynamique. Et là, ça nous permet également de rassembler, de créer un lien, des liens sociaux, de tisser des liens sociaux entre les personnes tout simplement, mais entre les générations. Monsieur Landry, appelé Deschanel, eh bien c'était un fonctionnaire de la ville de Sainte-Anne qui a fait beaucoup pour la ville de Sainte-Anne et qui a transmis. D'ailleurs, nous avons 3 ou 4 de ses enfants qui sont des fonctionnaires de la ville de Sainte-Anne. Mais c'est un monsieur qui était un génie, qui pensait bien et qui arrivait à mettre des choses en place. Et donc par conséquent, nous avons voulu mettre des mots 4 paroles, c'est l'intitulé. Et nous allons tourner sur le territoire de la ville de Sainte-Anne pour qu'on puisse mettre en évidence, je dirais, ces personnalités que nous avons. Ça me fait chaud au cœur, d'autant plus qu'il est le premier choix, parce que c'est une nouvelle manifestation, donc ça me touche, ça a touché toute la famille. Et puis comme je vous dis, c'est un honneur pour nous que notre grand-père soit honoré ce soir, et en plus sur le terrain sur lequel il habitait. Autour de la mémoire de M. Landry Deschanel, il y a ses enfants bien évidemment, mais il y a ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc c'est une manière pour nous de protéger ce patrimoine et surtout de le transmettre. Donc c'est une activité culturelle à dominante patrimoniale et qui nous permet simplement d'écrire l'histoire de Sainte-Anne, car nous disons que cette histoire-là ne se trouve pas dans les livres, et avec ça, construire véritablement un
panorama de ce qu'a été l'histoire de Sainte-Anne, mais dans les quartiers les plus retirés, dans toutes les sections. Si il faut résumer, grand-père m'a dit que son génie gêné. Donc, c'est un monde qui tenait en loin intelligence, qui tenait en loin instruction, qui malheureusement, la famille n'a pas les moyens de faire étudier d'ailleurs plus loin. Mais en fait, par exemple, moi, une anecdote, si grand-père moi, il était connaître un dictionnaire par cœur. J'ai eu l'après-midi avec nous, c'était des dîners, des baillons en mots, et il était capable de nous définition. Donc, c'était ça, grand-père moi. Bibliothèque. Et les professionnels de la petite enfance du Gosier organisaient un atelier de fabrication de jouets à destination des parents. De quoi vous donner des idées pour créer vous-même des activités ludiques avec ce qui vous passe sous la main, comme de la pâte à modeler en farine par exemple. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation auprès des familles concernant le jeu et comment jouer avec très peu de choses avec ses enfants. Donc cette manifestation a déjà eu lieu sur la PMI de Sainte-Anne et de Saint-François auparavant. Et donc vous avez actuellement toute l'équipe de la circonscription, donc puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants, pour pouvoir justement montrer aux parents qu'avec des éléments de la vie du quotidien, nous pouvons faire des activités sympathiques avec ces enfants. Donc ça renforce la complicité, mais ça permet aussi de faire évoluer l'enfant dans ses compétences. Par exemple, nous faisons une chenille avec des boîtes à œufs, c'est-à-dire qu'on a pré-colorié auparavant, et donc voilà, des petites chenilles à traîner avec pas grand-chose. On fait de la pâte à modeler avec de la farine, de l'huile, de l'eau, du sel, des choses toutes simples qu'on a déjà dans son quotidien. On fait un imagier avec des prospectus publicitaires, de telle manière à faire découvrir d'autres mots aux enfants, puisque nous avons les enfants de la naissance jusqu'à 6 ans. En fait, on n'est jamais enseigné trop sur l'éducation des enfants, et puis c'est toujours intéressant de faire des activités avec eux en fait. Et pour moi, ça me tient à cœur en fait. C'est ces moments entre nous, et donc voilà. Non chérie. C'est vraiment voilà une complicité qui se joue, et puis on apprend aussi aux parents qu'on n'est pas dans une production parfaite, mais d'une production, puisque l'enfant, il faut que ça reste du plaisir, du jeu, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Un reportage de Maxime Morel. Et retour maintenant sur la nuit du handicap à Trois-Rivières, un moment de fête et d'inclusion comme il devrait y en avoir plus souvent. Regardez. Nous sommes à cette deuxième édition de la nuit du handicap à Trois-Rivières. Et je prends rendez-vous déjà pour l'année prochaine, si Dieu le veut, pour la 3e édition, dans la mesure, à chaque fois, nous sortons d'une manifestation avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et c'est la raison pour laquelle nous signons encore déjà pour l'année prochaine. Les jeunes, les adultes, aujourd'hui, tous ceux qui se sont présentés ont bien voulu nous transporter, nous donner ce que quelquefois, très souvent, nous valides, nous n'arrivons pas toujours à donner. Mais là, cet après-midi, ces jeunes, accompagnés de leurs parents, accompagnés aussi de leurs accompagnateurs, leurs éducateurs, ils nous ont transportés, ils nous ont fait vivre de véritables moments d'émotion, de véritables moments de joie. Et on se dit que la ville de Trois-Rivières ne s'est pas trompée. Elle est et elle sera à côté de ces associations pour leur permettre, bien entendu, de réaliser des manifestations, mais aussi pour leur permettre, dans le monde au quotidien, de pouvoir continuer à vivre. Voilà. On essaie au maximum de les faire sortir, de les faire connaître la société, de les emmener dans des lieux insolites, de les emmener dans des spectacles, de les emmener au cinéma, de les emmener au restaurant. Et maintenant, on voit que le milieu du handicap prend une certaine importance. Et bien sûr, maintenant, on a du mal à reconnaître qui est en situation de handicap ou pas. C'est compliqué quand on n'est pas accompagné. Il faut être bien accompagné. Et même quand on est bien accompagné, on rencontre toujours des difficultés. Un exemple, je travaille, mais je rencontre toujours des difficultés avec peu importe les collègues ou les trucs comme ça. Dernièrement, j'étais dans un supermarché, mais je présente ma carte à la caissière et quelqu'un qui est dans la file, dont c'est la file pour les personnes en situation de handicap, dit mais il n'a rien.
Donc j'étais obligé de lui dire, s'il veut, je peux lui donner la place et l'handicap aussi. C'est ça la vie au quotidien. Cette médaille produira dans leur cœur plus d'effets que toute autre médaille. Donc il était important dans cette période olympique de pouvoir leur remettre aussi leur médaille pour leurs prestations, pour la qualité de ce qu'ils ont fait cet après-midi, mais aussi pour l'amour qu'ils nous donnent, un amour gratuit. Donc cela mérite bien une médaille qu'ils porteront dans leur cœur. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour la présentation du Air Caraïbes Camp. L'ancien international du hand, Didier Dinard, poursuit son ambition de faire venir le haut niveau de la discipline ici en Guadeloupe. Un gros événement en préparation, regardez. Si on dit qu'on est venu avec l'artillerie lourde, c'est surtout ramener le haut niveau. Donc les Air Caraïbes Cup avaient pour but de ramener le haut niveau en fait en Guadeloupe. On avait fait aussi un France-Danemark, donc champion olympique contre champion du monde. On avait fait venir la Tunisie, on avait fait venir l'Argentine, on avait fait venir le Monténégro. Et à chaque fois, il y a eu des entraînements en commun ou des confrontations contre les jeunes Antillais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le staff qu'on a, on a vraiment tenu à ce qu'il y ait des compétences autour de nos jeunes pour qu'ils se rendent compte aussi ce que c'est que le haut niveau, mais en Guadeloupe. C'est, j'ai envie de dire, même très beau de voir un champion à la dimension de Didier Dinard prendre du temps pour venir à la rencontre des jeunes, ce qui démontre aussi aujourd'hui donc, sa volonté de transmettre, de parfaire aussi donc, la maîtrise donc, du hand sur la Guadeloupe. Et j'ose espérer que nos jeunes vont vraiment s'approprier donc, tous ces temps d'entraînement pour pouvoir exceller et surtout demain pouvoir retranscrire tout ce qu'ils auront vu. Ça intéresse les jeunes. Et la Ligue de la Guadeloupe de handball ne peut que se féliciter de pouvoir compter sur des gens comme Didier Dinard et tous les gens avec qui il est venu, plus ses partenaires, pour pouvoir organiser des choses intéressantes et pour lesquelles les jeunes sont toujours friands. Il ne faut pas se mentir. Dire aux jeunes, on vous promet peut-être d'aller en métropole, c'est une chose. Leur faire un stage de détection de haut niveau avec des exigences de haut niveau, c'est peut-être leur dire, faites attention, vous devez peut-être plus travailler pour mieux vous préparer, pour essayer d'atteindre vos objectifs. Et comme je dis, Petit Timmy, c'est quelqu'un qui sort de ces Caraïbes Cup, qui a fait partie de toutes ces détections qu'on a pu faire. Moi, je compte partager déjà la discipline. Je le répète souvent ces temps-ci parce que c'est quelque chose que j'ai vu la différence directe quand je suis arrivé en métropole dans le monde professionnel. Beaucoup parlent de travail, mais tout le monde travaille en soi. Et la discipline, c'est pouvoir faire les choses à répétition, de manière régulière et ensuite attendre un résultat. J'ai toujours dit que tôt ou tard, si je peux donner aux jeunes, je vais donner. Et comme j'ai aussi mon frère aussi qui est dans le circuit, donc j'ai toujours gardé un œil un peu sur les jeunes, que ce soit les filles et les garçons. Donc quand Didier nous a parlé du projet, je me suis dit que c'était l'opportunité. C'est un beau message que Didier il envoie pour la jeunesse guadeloupéenne, pour dire de venir et il essaie vraiment de mettre en place ce camp pour aider un peu les jeunes d'ici à se perfectionner, pour espérer un jour aller en métropole pour passer pro. Air Caraïbes Camp qui se déroulera du 18 au 19 à Cap-Esther, à Gérard-Marianne et du 22 au 23 à Paul-Chonchon. Avec, ça sera des moments de plaisir aussi, de partage, de convivialité, même si ça sera un stage de haut niveau et de détection. Et en parlant de partage, de plaisir et de convivialité, on enchaîne avec la 3e édition du Troc végétal de Vieux Habitants. Un rendez-vous des amateurs de jardin-bocage qui souhaitent acquérir ou échanger des espèces rares ou perdues. À noter la présence du spécialiste des arbres fruitiers en pot, Yvon Joseph, puisque le manque de foncier n'est plus une excuse. Regardez. Nous en sommes à la 3e édition du Troc végétal. C'est une opération qui vise à échanger des plantes de toutes sortes, ornementales, médicinales, des plantes fruitières. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de développer
le jardin Bocase. Donc nous tenons vraiment à cela, à échanger des espèces rares, des espèces méconnues, des espèces qui reviennent pour que les gens puissent s'en approprier et puissent jardiner chez eux. On peut planter des arbres fruitiers, que ce soit sur un balcon ou sur une terrasse ou sur une plantation en pleine terre. Voilà. Donc c'est un concept qui a vraiment beaucoup d'avenir parce que on se rend compte qu'aujourd'hui le foncier est devenu quand même assez restreint. Donc ce concept-là tombe vraiment à prénommer par rapport justement à ce manque de foncier. Nous, on est aujourd'hui présents justement pour apporter cette information au public, les sensibiliser, parce que le parc mène un certain nombre d'actions, mais sans l'action du public, sans l'engagement de tout un chacun, nous pouvons tous participer à cette lutte collective contre les espèces exotiques envahissantes. Parmi ces espèces, certaines sont assez connues ici. Ce qu'on appelle langue de belle-mère, par exemple. La langue de belle-mère pose problème parce qu'elle se répand très vite et va prendre le pas sur les espèces locales. On a une autre espèce qui pose problème, c'est la laitue d'eau. La laitue d'eau, c'est une plante qui est très appréciée pour les bassins. C'est une plante décorative qui est très répandue, très appréciée pour les bassins, mais qui pose un vrai problème aussi. Ça se répand dans les cours d'eau et ça pose problème, ça étouffe les cours d'eau, ça étouffe les espèces qui sont à l'intérieur de ces cours d'eau et ça menace leur équilibre. Et puis il y a des habitants comme l'agriculture. C'est pourquoi on m'a appelé aujourd'hui. Elle a défendu, elle a formé, elle a transmis et elle ne s'est pas contentée. Dès 14 ans, elle a commencé à travailler, puis très tôt, elle s'est trouvée professionnelle et elle a, au CFPPA, elle a formé d'autres agricultrices. Donc c'est quelqu'un qui, pour nous, c'est important de rendre hommage à ces personnes-là parce qu'elles ont participé à faire à les habitants ce qu'il est aujourd'hui. Donc rendre hommage à ces personnes-là, comme on a fait pour Émile Neuf, comme on a fait pour James Milton, et comme j'ai déjà fait pour d'autres femmes qui se sont beaucoup impliquées dans la vie associative, c'était tout à fait normal que je puisse la faire pour Madame Serin, pour le monde agricole. Et on se rend maintenant au terminal de croisière du port autonome qui accueille l'exposition artistique Pool Art Fair. Regardez. Aujourd'hui, je présente une série qui s'appelle 12 Catharsis. Donc catharsis en grec, c'est la purgation des passions. Le soin, en fait, la transformation de nos réels et de nos réels intérieurs aussi. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller questionner nos représentations de l'intime. Derrière moi, en fond, on a un travail qui est fait avec des musées de Champagne. C'est un clin d'œil à notre consommation régionale, parce que nous sommes les champions de la consommation du champagne. Et en ce qui concerne les boules qui sont derrière, nous avons un travail avec des sertis de boîtes de conserve et du fil électrique. Voilà, ce qui fait quelque chose de très joyeux, de très ludique et aérien en même temps. Quand on est créatif, on a tendance à créer en solitaire. Moi, en tout cas, je crée beaucoup en solitaire. Et en fait, les seuls retours que j'ai, c'est les retours que j'ai sur les réseaux. Donc, c'est des retours qui sont très polissés et très distancés. Et j'avais en fait envie de déjà permettre à mes tableaux de dialoguer avec leur public en one-to-one, en fait, cœur à cœur. Et aussi, moi, de pouvoir échanger avec des personnes de tous horizons, en fait. L'objectif à la Pool Art Fair, c'est de vendre, bien entendu. C'est de participer à un événement artistique, comme il n'y en a pas assez chaque année. D'exposer sur les murs tout le travail qui peut être fait, parce que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs pratiques. Moi j'en ai deux que j'affiche pour l'instant. On va retrouver souvent des couleurs un peu bleues, des couleurs un peu vives que vous voyez derrière, puis les noirs et blancs qui sont de l'autre côté du stand. La présence, c'est rencontrer aussi d'autres artistes, d'autres pratiques, d'autres manières d'exprimer, de s'exprimer de manière créative, d'être tous ensemble, et c'est intéressant, ça je trouve. Moi je pense que la Pool Art Fair, ça se prépare. On décide d'y aller et on se prépare pendant 1 an. Et on essaie de montrer vraiment ce qui est notre âme à travers ce qu'on va montrer. Et on se prépare à rencontrer des gens, que ce soit dans le public, que ce soit chez les autres artistes, ce qui fait leur concept, leur idée. Et voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui a un retentissement. Donc il faut travailler sérieusement pour y venir. Faut pas faire, c'est pas une plaisanterie. Si vous avez cet appel,
ce goût pour l'art, cette passion pour l'art, c'est que votre message est attendu par quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui attend de vous trouver, qui attend de rencontrer votre travail. Et ça va peut-être changer la vie de quelqu'un, même une conversation, un échange, un tableau, un poème. Ne vous posez pas trop de questions. Ne passez pas trop de temps à vous demander si vous êtes à la bonne place. Si vous ressentez cet appel, allez-y. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.